L'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers ne fut pas seulement l'entreprise éditoriale la plus monumentale du XVIIIe siècle. Elle constitua, en réalité, le séisme intellectuel qui ébranla les fondements de l'Ancien Régime. Sous l'égide de Denis Diderot et de Jean le Rond d'Alembert, ce projet colossal ambitionnait de cartographier l'intégralité du savoir humain pour, selon le vœu de ses auteurs, changer la façon commune de penser. L'idée de l'encyclopédie n'est pas née d'une ambition philosophique soudaine, mais d'un projet commercial pragmatique qui a, par la suite, singulièrement dérapé. Tout commence en 1745. Le libraire-éditeur André Le Breton observe le succès retentissant de la Cyclopædia de l'anglais Ephraim Chambers, paru en 1728 de l'autre côté de la Manche. Flairant la bonne affaire, Le Breton projette simplement de faire traduire l'ouvrage pour le public français. Le projet manque de périclité à plusieurs reprises. Le premier traducteur pressenti, l'anglais John Mills, s'avère incapable et finit par se quereller violemment avec Le Breton. L'anecdote raconte que l'éditeur, hors de lui, finit par rouer de coups de canne son collaborateur indélicat. Le second, l'abbé Gouy de Malves, abandonne après avoir constaté l'ampleur de la tâche et l'insuffisance du texte original de Chambers. C'est à ce moment critique, en 1747, que Le Breton fait appel à Denis Diderot et Jean le Rond d'Alembert. Dès qu'ils prennent les rênes, les deux directeurs décident de trahir le projet initial. Au lieu d'une simple traduction, ils imposent une création originale. Ils transforment alors un dictionnaire de librairie en un manifeste de la pensée moderne. Diderot affirmait d'ailleurs avec audace « Il faut tout examiner, tout remuer sans exception et sans ménagement ». Dès sa conception, l'ouvrage s'inscrit dans une démarche révolutionnaire. En plaçant l'homme, et non plus la divinité, au centre du système des connaissances, les encyclopédistes opèrent un basculement épistémologique majeur. La structure même de l'œuvre, l'ordre alphabétique, porte une charge subversive. Elle instaure une égalité démocratique entre les sujets. Le pain y côtoie le roi, et la théologie se voit reléguée au rang de simple branche de la philosophie, soumise à l'examen de la raison. Si Diderot en fut l'âme infatigable et d'Alembert la caution scientifique, l'œuvre est le fruit d'une intelligence collective. Le chevalier de Jaucourt, véritable staccanoviste des Lumières, y sacrifia sa fortune et sa santé pour rédiger près du quart des articles. À leur côté, les illustres Voltaire, Rousseau et Montesquieu apportèrent leur prestige et leur verve, transformant chaque définition en un plaidoyer pour la tolérance, la liberté civile et le progrès technique. On raconte que Voltaire, exilé à Ferney, envoyait ses articles par courrier en recommandant sans cesse d'écraser l'infâme, désignant ainsi le fanatisme religieux. L'originalité profonde de l'encyclopédie réside également dans ses 11 volumes de planches. Par la précision chirurgicale des gravures, les encyclopédistes ont anobli le travail manuel et les arts mécaniques. En dévoilant les secrets des métiers, ils ont brisé les monopoles des corporations et célébré le génie inventif de l'artisan, considéré désormais comme un acteur essentiel de la civilisation au même titre que le philosophe. Diderot lui-même n'hésitait pas à passer des journées entières dans les ateliers, observant les machines, interrogeant les ouvriers et dessinant les engrenages pour que rien ne soit laissé au hasard. Cette quête de vérité ne se fit pas sans péril. Frappé par 2 fois d'interdiction, condamné par le pape et par le Parlement de Paris, l'encyclopédie dut sa survie à la ténacité de Diderot et à des protections clandestines en haut lieu, notamment celle de Malherbe, le directeur de la librairie. Une anecdote savoureuse rapporte que lorsque Malherbe dut ordonner la saisie des papiers de Diderot pour obéir au roi, il prévint l'écrivain « Envoyez-les-moi, personne ne viendra les chercher chez moi ». Pour déjouer la vigilance des censeurs, les auteurs perfectionnèrent l'art de l'ironie et du renvoi, dissimulant des critiques acerbes contre le fanatisme derrière des descriptions d'apparence anodine. En définitive, l'encyclopédie fut le creuset où s'est forgée la modernité. En substituant l'observation et l'expérience à la croyance aveugle, elle a préparé les esprits à l'idée de citoyenneté. Elle demeure, par-delà les siècles, le monument de la liberté d'expression et le témoignage vibrant d'une foi inébranlable dans le progrès humain par l'éducation. Comme l'écrivit d'Alembert dans le discours préliminaire, l'ouvrage que nous commençons a 2 objets. Comme encyclopédie, il doit exposer autant qu'il est possible l'ordre et l'enchaînement des connaissances humaines. Comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, les principes généraux qui en servent de base. Elle reste la preuve que, selon le mot célèbre de Diderot, le consentement des hommes réunis en société est le seul fondement de l'autorité.